Salut, j'espère que vous allez bien. Évidemment, avec peut-être pour vous ce long congé de la fête des Patriotes, profitez-en pleinement. Et signe qu'il n'y a pas juste sur le calendrier qui nous confirme que l'été s'en vient, il y a aussi ces événements qui ont été annoncés, conférences de presse, programmation, entre autres pour le Festival des bières de Laval qui a lieu en juillet prochain. D'ailleurs, la directrice, la fondatrice Marilyn Barral sera avec nous. Sophia Yann-Antoine viendra nous parler du patrimoine, nos maisons plus que centenaires, on les valorise à cette émission. Aussi, Madame Jaël Élisée qui est derrière un gala qui visait à récompenser la communauté noire pour les entrepreneurs. Nicolas Vession-Poirier viendra nous parler du plus récent, rapide et dangereux. Aussi, il y a Tommy qui sera avec nous, notre reporter, pour nous parler de SOS Vortex. Isabelle Dominique-Cros nous fait bouger. Et tout d'abord, Alexandre Quesnol, un jeune entrepreneur qui est derrière le Feaster Festival. C'est un jeune entrepreneur qui a brillé. On va en parler un petit peu plus loin à un récent gala. Mais juste avant, on va parler aussi de son événement parce que vous connaissez peut-être la plateforme, hein, le Feaster. Et là, ça sera un festival les 26 et 27 mai au Centre du Sablon chez nous à Laval. Alexandre Quesnol, salut. Bonjour. Je le disais, c'est une plateforme à la base. On est rendu maintenant un festival. Ouais. Est-ce que déjà d'emblée, c'était dans ta tête ce plan de match-là ou c'est devant le succès de la plateforme qu'on a décidé de continuer plus loin en faisant un événement? C'est une super question d'emblée. En fait, c'est que j'ai lancé la plateforme. Bon, moi, j'ai une compagnie qui s'appelle Geek, qui est une entreprise en gestion d'événements. Et justement, je cherchais, avec la pandémie, comment aider les artistes, mais également comment faire en sorte que mon entreprise de service devienne une entreprise de produits. Et c'est là que l'idée de Feaster est devenue, donc ce site de plateforme de réservation d'artistes. Mais on l'a lancé en août 2021. Puis il y a eu une autre forme de il y a une autre comment dirais-je, pas une autre pandémie, mais il y a eu un autre buzz, non? Pas le buzz. On a dû tout fermer là en fait. OK, un autre confinement. Oui, un autre confinement. Oui, pardon, okay, le terme j'avais perdu le terme. Ce qui a fait en sorte que on a lancé ça. Je dirais pas dans le vide, mais on l'a lancé puis on n'a pas pu avoir nécessairement le buzz parce que les gens étaient un peu malheureux et tout ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on a pu ouvrir les valves, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour justement aider les artistes, puis en même temps montrer la plateforme. Et je me suis inscrit dans un concours d'une bourse d'honneur du ministère de l'Économie et de l'Innovation, chose que j'ai gagnée. Et j'ai pris tous les sous. Et je me suis dit, on n'a pas d'autofinancement, on n'a pas de financement de la ville ou quoi que ce soit, mais on s'essaye, pourquoi pas, et puis on a lancé le Feaster Festival. Puis, évidemment, ce que c'est le Feaster Festival, pour ceux qui aimeraient peut-être y aller les 26 et 27 mai, parce que ça part, si je pars de la suite logique de la plateforme, on reste dans la même veine, c'est-à-dire qu'on veut célébrer la musique urbaine, notamment, les valeurs. En fait, on veut célébrer... Feaster, c'est vraiment pour mettre à l'avant-plan les artistes de tout genre. Artistes multidisciplinaires, qu'on parle musiciens, DJ, chanteurs, danseurs, humoristes, conférenciers, bref, tout ce qui est ressources humaines artistiques. Et puis, Feaster, c'est comme il va y avoir beaucoup de la musique urbaine qui va être mis à l'avant-plan, mais ça peut aller chercher du soul, du jazz, comme du R&B, comme du afro. Ça peut être un peu différent. Donc, ça va être un peu ça va être un mix de tout, sur 2 jours, à Laval. Puis, on a beaucoup d'artistes lavallois également, donc on est très, très fiers de notre programmation. Justement, allons-y, présentons des artistes qui seront là-bas là, pour toi, si tu peut-être là, spontanément, les artistes qu'on ne doit pas rater là, lors de l'événement. Absolument. On a Annabelle Orest qui sera là. Annabelle Orest, c'est une ancienne participante de Star Academy et de La Voix. On a un chanteur qui s'appelle Blink, qui est un ancien du Collège Montmorency également. On a Kelly Crow, qui est un headliner qui sera là également. On va avoir Yacé Tidon, qui est aussi notre clou du spectacle, qui a fait un peu le tour du monde, mais qui est résident lavallois depuis 5 ans. Bref, on en a vraiment plusieurs.
Puis moi, étant un fier Lavallois, ben, je suis content d'offrir cette programmation-là. Puis ça va être intéressant. Puis je pense que ça va pouvoir aller chercher plusieurs goûts de plusieurs personnes. C'est ça. Puis il y a les spectacles, mais il y a beaucoup d'autres trucs aussi à faire durant le festival. Parlons-en, parce que la programmation est quand même assez large aussi. Oui, bien sûr. Ben, évidemment, il va y avoir la nourriture. Qu'est-ce qu'un bon festival sans nourriture? D'accord, donc il va y avoir des stands de nourriture, il va y avoir un stand de bar également, il va y avoir aussi des jeux. Des kiosques de vendeurs, des kiosques d'entrepreneurs. Donc, on a quelques entreprises qui seront là, qui sont beaucoup dans le côté vestimentaire et tout ça. Et puis oui, donc il va y avoir un happy hour de 2 à 5 heures le samedi, qui fait en sorte que les gens peuvent venir tôt, s'enjailler. Il va y avoir un workshop là, de musique afro. Il va y avoir un yoga en live aussi, également. Et puis, il va y avoir des jeux. Donc, ça va être super intéressant. Puis, je pense que les gens... on va trouver de tout. Ouais. Puis, c'est un événement qui peut être autant familial qu'en date ou que peu importe. OK. Puis, moi, ce que j'aime beaucoup aussi du Feaster Festival, c'est que ça représente beaucoup ce qui est maintenant devenu Laval. C'est-à-dire une ville cosmopolite. Absolument. C'est métissé, plein de cultures ensemble. Oui. Puis, on connecte. Puis, c'est un dialogue. On sait que la culture, souvent, la musique, c'est un art. Puis c'est comme ça, souvent, que plusieurs... peut-être cultures peuvent se rencontrer. Absolument. Puis je trouve que c'est un bel événement pour ça aussi. Ben oui, c'est un peu le côté de Laval qu'on veut ressortir. Puis on met aussi l'accent, c'est que ce sont des artistes, ce sont des talents émergents. Ouais. Donc, c'est vraiment, tu sais, la plupart des artistes, avant de pouvoir faire la grande scène du Festival de Jazz, comme ce soir. Ou de Francophonie, par exemple. Francophonie, ça prend du temps, puis il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, d'une certaine manière. Là, c'est vraiment, on donne une scène à des artistes qui ont de la qualité et qui peut être un tremplin. Par exemple, notre headliner de cette année, l'an dernier, il était présent et on ne l'avait même pas présenté. Il était venu dans un consortium d'artistes. Aujourd'hui, c'est notre headliner. C'est votre tête d'affiche. C'est notre tête d'affiche, oui, tête d'affiche, pardonnez-moi le anglicisme, ma mère va pas être contente. Et qui fait en sorte que cette plateforme-là peut aider à sortir un nouveau nom. C'est ce qu'on veut faire à chaque année, en fait. C'est ça. Et aussi, c'est beau derrière, parce que on va recevoir un petit peu plus tard quelqu'un qui va venir nous parler du gala reconnaissance qu'il y avait pour, évidemment, la communauté noire. Oui. Et Mme Élisée, qui sera notre invitée un petit peu plus loin. Puis vous avez été... Je vais tutoyer, là, je pense qu'on peut se permettre. Tu as été mis en nomination, finaliste. Et pour toi, justement, d'être considéré là-dedans, dans la catégorie, mais au gala, j'imagine que c'était un bel honneur, parce que le gala se tenait le 20 avril dernier. Oui, ben, en fait, c'est une première édition du gala. Donc, j'avais très honnête avec vous, j'avais pas de grande attente. Puis finalement, on s'est rendu là, c'est au Cirque Éloy, c'était magnifique. Organisation impeccable, 12 sur 10. Puis c'est là que j'ai comme pris conscience de wow, je suis en nomination avec tous ces gens-là. Ouais. Puis j'étais vraiment fier. Honnêtement, là, c'est vraiment sur place que j'ai fait comme, OK, non, c'est quelque chose de gros. Parce que des fois, tu travailles, puis tu le fais pas pour la reconnaissance, tu vois. C'est important parce que ça donne une certaine visibilité, mais c'est là quand j'ai vu que j'étais en nomination avec 3 autres candidats. Puis dites-vous qu'un des candidats, celui qui a gagné, a comme créé un genre de Shopify Canada, entre guillemets. Puis l'autre qui n'a pas gagné, mais il a gagné un prix cœur du public, là. Lui, il créait des vêtements avec du compost puis des trucs comme ça. Wow. J'étais dans des catégories qui a eu 2 gagnants. Donc, je peux pas ne pas bien me sentir par rapport à ça. Donc, j'étais vraiment content. Bien, et j'imagine aussi de voir qu'il y a une fierté aussi de dire que, tu sais, je veux pas, ma communauté aussi me reconnaît. Absolument. Puis je trouve ça intéressant puis important qu'il y ait ce genre de levier-là pour vous. Puis est-ce que tu as déjà senti, et ça c'est une question qui peut paraître un peu politique, là, mais elle est vraiment avec, je vous dirais, un intérêt pour comprendre un peu mieux. Est-ce que parfois tu as senti en tant qu'entrepreneur, parce que tu fais partie peut-être de la diversité culturelle, des fois, dans certaines instances, certaines portes que tu as cognées, peut-être une moins bonne poignée de main franche? Est-ce qu'il y a eu des fois des freins? 100%. Ah oui, tu as déjà 100%. senti ça, oui? 100%. Mais ça a aussi fait qui je suis aujourd'hui. La manière que j'ai été élevé, puis je parle souvent de mon père dans toutes les entrevues que je peux avoir, c'est qu'il a fait en sorte, il me disait de faire en sorte qu'on ne soit pas capable de t'ignorer. Donc, c'est sûr que le concept de l'excellence est très présent chez moi et qui fait en sorte que je le suis pour moi, je le suis pour ma propre communauté aussi. Ouais. Je veux qu'on soit
qu'on soit bien, qu'on soit sharp, qu'on soit organisé. Ce qui fait en sorte que oui, je le sens. Pour moi, ça m'a toujours motivé à être meilleur. Est-ce que ça arrive encore aujourd'hui un peu moins? Est-ce qu'il y a des gens, ça fait en sorte que je mets tout le monde dans le même bateau? Pas du tout. J'ai eu des opportunités qui ont été données par des gens de partout. Puis plus en plus on avance, plus en plus les portes s'ouvrent. Ouais. Mais c'est sûr que a priori, ouais, c'est actuel. Ouais. Mais ça m'empêche pas d'avancer. En tout cas, moi, je trouve que tu es un grand modèle d'inspiration. Leadership aussi pour tout jeune qui peut te regarder, qui est témoin de notre conversation en ce moment. Félicitations pour aussi la tenue du Feaster Festival. Je rappelle, 26 et 27 mai au Centre du Sablon à Laval. Merci beaucoup, Alexandre Quesnol, d'être venu nous parler. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Ça fait grand plaisir. J'espère que vous serez du 14 au 16 juillet pour une autre édition du Festival des bières de Laval qui a dévoilé récemment sa programmation. Elle en est la fondatrice et directrice. Puis peut-être même que vous êtes allé goûter de ces bières qu'elle brasse avec son équipe parce qu'elle est également propriétaire de la microbrasserie chez nous à Laval. Les Insulaires, c'est Marilène Barral qui est là. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hey, merci d'être avec nous autres. Merci à vous autres. Hey, ça fait bien plaisir de vous accueillir. Puis évidemment, cette année, moi, je lisais dans votre document de presse, on disait encore plus grand, encore avec plus d'ambition pour cette prochaine année. Et de quelle façon, justement, que les gens, là, les 35 000 et plus qui vont vous voir là, sur quelques jours, là, pourront constater que c'est encore cette année, encore de façon là, nouvelle et qu'on pourra être encore en mesure là, de connecter avec la bière. Mais on essaie toujours de bonifier d'année en année nos exposants puis notre programmation parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent d'année en année au festival. Donc, cette année, on a 10 nouvelles microbrasseries qu'on a sélectionnées. On essaie d'être vraiment sélectif au niveau des microbrasseries puis c'est vraiment comme des entreprises québécoises. Fait qu'on en a de toutes les régions du Québec, vraiment pour tous les goûts. Donc, il va y avoir 41 microbrasseries exactement qui vont présenter près de 350 produits de bière. Donc, vraiment, on n'aura pas le temps de goûter à tout, mais il faudra faire une sélection, mais il va y avoir une grande variété là, de produits sur place. C'est ça. Et on dit 41 microbrasseries. Oui. Est-ce qu'on pense aussi à sans alcool? Oui. Parce que je pense que de plus en plus, on le remarque, en tout cas pour ceux qui sont des buveurs de bière, là, oui. C'est le nombre de quantités, mais le nombre de qualités aussi de bière sans alcool qui a augmenté à un rythme effréné depuis quelques années. Là. Oui, il y a plusieurs microbrasseries qui ont de la bière sans alcool. Là, je pense à la Gabière qui vont être présents, qui ont une grande variété de bières sans alcool. On a aussi des cidreries québécoises qui vont être là, distilleries, mais ils vont avoir aussi des mocktails, cidre sans alcool également. Donc, pour les gens qui ne boivent pas, il va y avoir plein d'options pour eux également sur le site. On parle de distilleries aussi, oui. De cidreries. Oui. C'est une demande croissante aussi, exponentielle pour vous autres, vous avez constaté? Oui, cette année, on a augmenté le nombre de distilleries versus l'année dernière parce que justement, il y a de plus en plus de distilleries québécoises au Québec, puis également l'engouement est de plus en plus élevé. Donc, on va avoir 5 distilleries qui vont être présentes cette année. OK. Quand même intéressant. Puis, comme vous l'avez dit, c'est évidemment avec des possibilités donc d'avoir des gens qui sont sur place pour pouvoir nous vulgariser un peu leurs produits. C'est ça aussi un peu l'ADN de, tu sais, au-delà de goûter, de découvrir, c'est aussi de parler avec les producteurs, les artisans, de pouvoir comprendre leur... Oui. C'est en plein ça. Bien, c'est vraiment notre objectif, là, c'est d'être une vitrine pour les produits des terroirs. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes que les propriétaires eux-mêmes tiennent les kiosques. Donc, les gens, c'est ce que les gens apprécient, les visiteurs, c'est d'avoir cette proximité-là avec les entrepreneurs, les brasseurs pour vraiment pouvoir parler de leurs produits directement. Au-delà du fait qu'il y a plus de microbrasseries cette année, je pense que c'est 85 exposants, là, donc 40 microbrasseries et plus au Centre de la nature. Est-ce que parce que là c'est la 7e édition, si je ne m'abuse, est-ce que vous avez remarqué, mettons, là évidemment on verra pour ces prochaines semaines, mais dans les 6 premières éditions, l'évolution du buveur de bière, est-ce que son raffinement, ses attentes sont encore plus élevées? Est-ce que vous avez remarqué le profil qui a un peu changé? Mais au niveau de nos visiteurs, nos exposants nous en ont parlé, ils ont vu une grande évolution. Tu sais, dans le sens qu'au début, à Laval, le marché des microbrasseries n'est pas tant développé versus d'autres régions au Québec. Donc, au départ, les gens étaient très néophytes, ne connaissaient pas tant la bière. Et au fil des années, on voit que c'est des gens qui sont un peu plus connaisseurs. C'est sûr que la majorité de nos visiteurs, c'est des Lavallois, environ 65 %, mais on a des gens, c'est sûr, de la Rive-Nord, Montréal, puis des gens d'ailleurs au Québec qui se déplacent pour venir à notre événement. Oui, parce que c'est sûr que le site, je sais pas...
suis pas le seul à dire que c'est un des plus beaux sites pour faire ce genre d'événement-là. Ben à Laval, oui. Moi, quand j'ai entamé le projet, j'ai dit à la ville, quand j'ai déposé le projet, si je fais l'événement, c'est vraiment au centre de la nature parce que je trouve que c'est un super de beau parc. On n'a pas besoin on est comme en nature. Donc, puis c'est accessible également pour les gens de Rive-Nord ou également les gens de Montréal. Donc, on est très contents de pouvoir faire ça. Là. Et ce qui fait partie du plaisir d'aller au Festival des bières de Laval, c'est certainement de pouvoir y amener la famille parce que parfois, trop souvent, je vais dans des événements du même genre et j'en nommerai pas, mais je trouve que c'est très restrictif. Je trouve que c'est limité seulement qu'à une certaine, peut-être, tranche d'âge, peut-être les trentenaires, les gens de la vingtaine, trentaine. Mais là, c'est vraiment inclusif puis c'est tous âges, y compris les jeunes enfants qui ont un espace à eux dédié. Là. Oui, bien justement, on se distingue vraiment d'autres festivals des bières au Québec avec notre zone familiale. C'est sûr que moi, je suis maman de 2 jeunes enfants. Fait que pour moi, c'est important de rendre ça accessible pour les familles. Puis il y a beaucoup de familles à Laval. Le Centre de la nature accueille énormément de familles également. Donc, l'accès au site est gratuit pour les enfants, justement pour que ce soit moins cher au niveau de pour les familles. Puis, on essaie de bonifier cette zone-là. Oui, jeux gonflables, on a beaucoup d'animations. Puis à chaque année, on tente de bonifier cette zone-là. C'est ça. Et programmation, ce qui fait certainement, parce que je vois les noms sur votre programmation d'artistes et humour, musique, tout ça, mais c'est des artistes qui vont vendre de la bière, qui vont boire de la bière. C'est un prérequis, je pense, pour être invité au Festival des bières un peu. On essaie de trouver, c'est sûr, des artistes un peu qui fit dans le milieu de la microbrasserie. Là, on a été avec Grosmenet, avec Fred Fortin, qui était déjà venu avant avec le groupe de Galaxy, qui avait très bien fonctionné. Le petit Béliveau, qui est vraiment chanteur acadien, qui est très festif, là. Qui est très festif également, humoriste aussi, pour bonifier un peu notre programmation. Je vois Preach, que j'adore. C'est parce que tout le monde appelle Preach, mais c'est Eric Preach. Là, puis Mélanie Couture également, qui sont là durant parce que la programmation est très étoffée. Moi, j'aime beaucoup Alfie Gagné aussi, qui me fait tordre de rire. C'est genre d'incitatif de gens qui vont pouvoir trinquer puis prendre, évidemment, une consommation de leur choix. Puis je voudrais pas non plus omettre de mentionner que c'est Alexandre Goyette toujours qui est dans le... Parce que c'est un gars qu'on connaît de chez nous, un comédien. On l'avait reçu à notre émission l'année passée, donc toujours porte-parole cette année. Oui, il était avec nous depuis les débuts, puis il est porte-parole à chaque année. Il est présent aussi pendant le festival, tout ça. Là, fait qu'on est super content de l'avoir avec nous. Et puis certainement que le développement durable aussi, c'est ça, mentionnons-le, parce que ça fait partie de l'ADN aussi depuis les tout débuts. Là. Oui. Bien, c'est sûr que l'année dernière, on a fait un gros virement aussi, puis se positionner pour être encore plus vert. Donc, on a banni tout ce qui est ustensiles de plastique, bouteilles de plastique, bouteilles d'eau. Puis cette année, on va encore un petit peu plus loin. On demande à nos exposants alimentaires d'avoir toute la vaisselle compostable. Fait que ça va un petit peu plus loin, puis on essaie vraiment de limiter nos déchets émis pendant le festival. Et navette aussi, pour justement, tu sais, on prend de la bière, on va éviter de reprendre la voiture après. Là. Donc, il y a un service de raccompagnement, de guillemets, avec la STH, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. On a un service de navette qui va partir du métro Montmorency, qui va aller en continu au Centre de la nature, qui va faire gratuitement. Puis également, sur l'ensemble du réseau de la STL, c'est gratuit sur présentation du billet. Fait que on incite les gens à utiliser les transports en commun le plus possible parce que oui, il y a consommation d'alcool, mais dans une perspective aussi de développement durable. Ça, c'est très bien pensé. Puis, parce qu'on a encore un petit peu de temps ensemble, mais il faut dire, ça va être difficile, mais admettons si on demande, en plus à une propriétaire d'une microbrasserie, je sais, ça va être difficile. Pas le droit de mentionner vos bières, mais si je vous demande une bière coup de cœur, une microbrasserie, peut-être que vraiment pour vous, c'est vraiment surveillé durant mettons, si on se rend là-bas au Festival des bières. Je sais que c'est comme un bébé, puis on les aime tous, là, mais peut-être pour vous, c'est comme une fierté ou c'est comme à chaque année, la qualité des produits est là, puis peut-être la gang est cool de la microbrasserie. Qu'est-ce que spontanément on me répond? Mais rapidement, disons, la microbrasserie Messerem, qui est une microbrasserie qui est très hype à Montréal, puis qu'on est vraiment content de pouvoir les avoir avec nous cette année. Bien, ils ont vraiment des produits d'exception, puis des trucs plus funky. Fait que je pense que ça va être à surveiller. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens là, qui vont vouloir aller les voir. Je vais aller prendre beaucoup de doubles et de New England IPA avec toi, je pense, avec la gang. On va être là, le Festival des bières de Laval, donc programmation très étoffée. Comment se procurer des passeports et autres. C'est au bas de l'écran au moment de s'en parler, mais ce qu'on doit retenir, c'est du 14 au 16 juillet prochain. Marie-Hélène Barre, merci tellement d'être passée. Merci à vous. Merci.
Le 20 avril dernier se déroulait du côté de Montréal et c'est ce premier gala reconnaissance des entrepreneurs noirs. Il y a plusieurs Lavalloises et Lavallois qui étaient en citation. On en parle tout de suite avec Jaëlle Élysée, qui est directrice du Fonds Afro-Entrepreneurs, qui d'ailleurs organisait pour cette première année, évidemment, ce gala. Bonjour, Madame Élysée. Bonjour. Comment a été le gala quelques jours après avoir été capable de décanter, d'avoir pris du recul? Comment ça a été pour vous? Oh, écoutez, pour nous, ça a été, en tout cas pour moi personnellement, ça a été un franc succès. Donc, notre objectif a été atteint. C'était surtout aussi de mettre de l'avant les entrepreneurs noirs du Québec. Je pense que les entrepreneurs ont été très contents d'être mis de l'avant. Et donc, ça a été une très belle soirée avec des partenaires aussi de l'écosystème entrepreneurial. Je suis très, très contente, en fait, de cette première édition. Et il y avait quand même plusieurs Lavalloises et Lavallois, je vais les nommer, qui étaient en citation, qui étaient finalistes dans différentes catégories. Mélissa Charles, Alexandre Quénol, qu'on a reçu un petit peu plus tôt à cette émission. Tout à l'heure, Steven Charles et le couple aussi, qu'ils forment avec Myriam Jean-Baptiste pour leur entreprise. Il y a ces 4 entrepreneurs que je mentionne, mais parmi tous les autres, qu'est-ce qui est le lien de rapprochement avec tous les entrepreneurs qui ont été finalistes et qui ont remporté les prix dans les différentes catégories? Est-ce qu'il y a un lien qui les unit? Mais le lien, en fait, qui les unit d'abord et avant tout, c'est sûr que ce sont des entrepreneurs. Bon, c'est sûr que c'est des entrepreneurs des communautés noires, ce sont des entrepreneurs aussi qui ont quand même, c'est sûr, il y avait plusieurs catégories, mais qui ont quand même au moins une année, en fait, d'existence au niveau de leur entreprise, quand on parle d'entreprise en démarrage. Et aussi, je crois que c'est des entreprises aussi qui ont chacun aussi un impact aussi au niveau de la communauté par rapport à chacun ce qu'ils amènent, ce qu'ils offrent comme service ou comme produit. Donc, ce sont ces éléments-là, en fait, qui unissaient, en fait, nos entrepreneurs. Oui. Et puis, ça a été supporté par, je le disais, le Fonds Afro-Entrepreneurs qui a 15 ans d'existence et vous avez eu l'occasion depuis 15 ans de créer plusieurs centaines d'emplois, plusieurs dizaines, même de millions de dollars. Là, c'est plus de 10 millions de dollars qui a été investi dans plusieurs projets. Parlez-nous un peu du Fonds Afro-Entrepreneurs. Au-delà des statistiques que j'ai énumérées, l'importance que ça peut avoir pour nos entrepreneurs, mais la communauté noire au Québec. Parlez-nous un peu de ça. Mais en fait, le fonds, faut savoir que aujourd'hui, il y a des mesures qui existent aujourd'hui, après 15 ans, au niveau des communautés noires, mais le fonds a été précurseur de tout ce qu'on voit qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, on a osé dire qu'on va créer un fonds spécifique pour les communautés noires pour pouvoir donner l'accès au financement à ces communautés, parce que malheureusement, les communautés noires, malgré que ça fait plusieurs années qu'ils sont ici au Québec, mais il y a eu plusieurs défis à rencontrer, que ce soit en dehors de l'entrepreneuriat, mais si on reste sur l'entrepreneuriat, malgré qu'ils travaillent fort et qu'ils développent des entreprises restent toujours plus petites et souvent sous-financées. De par des fois la nature aussi des secteurs d'activité où les entrepreneurs ont les moyens limités en fait pour pouvoir développer leur entreprise. Donc nous, au niveau du Fonds Afro-Entrepreneurs, ce qu'on offre vraiment, c'est de permettre à ces entrepreneurs-là d'avoir accès à un financement, de leur permettre de se développer. Et aussi, on a un volet accompagnement, donc les accompagner aussi dans le développement et la croissance de leur entreprise. Oui. Et donc, vous supportez sur plusieurs fronts. Donc, vous avez dit l'accompagnement des gens qui sont peut-être justement là, qui sont au sein de la communauté noire. Est-ce qu'il y a disons, je vous dirais, une amélioration qui a été faite? Vous avez vu depuis 15 ans votre rapport, mais aussi vous voyez qu'il y a plus de jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat parce que je vais vraiment l'énumérer sous tout l'ensemble des différentes communautés là, ou des différentes diversités là, culturelles parce qu'on voyait qu'au Québec, on était en retard comparativement au reste du Canada pour l'entrepreneuriat et c'est à l'instar de peu importe de quelle origine on était. Là, et vous, est-ce qu'à l'instar de toutes les communautés, vous le voyez qu'il y a un rattrapage qui a été fait puis il y a vraiment une grande créativité qui déborde de nos jeunes de nos jours? Tout à fait, parce qu'au départ, quand on a débuté le fonds, les gens, disons, ils démarraient leur entreprise parce qu'ils ne trouvaient pas de l'emploi, ils étaient qualifiés, ils ne trouvaient pas d'emploi, le taux de chômage trop élevé. Donc, ils créaient en fait leur entreprise par nécessité.
Mais depuis quelques années, ce que l'on voit, c'est que justement, au niveau des profils, il y a beaucoup plus de jeunes qui décident de démarrer leur entreprise par choix. Des jeunes professionnels qui se sont dit, ben moi, j'ai des capacités, puis je vais les mettre à profit pour pouvoir développer une entreprise. Et aussi au niveau des secteurs d'activité. Donc, puis on a pu le voir aussi, même au niveau du gala, des entreprises qui ont déposé leur candidature. Donc, on a dans différents secteurs, tandis qu'avant, la problématique au niveau du financement était aussi, c'est que les entrepreneurs lançaient leur entreprise dans des secteurs qui sont considérés à risque ou considérés des secteurs plus traditionnels. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs dans différents secteurs, que ce soit l'intelligence artificielle, donc au niveau des technologies, la transformation, tout ce qui est la transformation au niveau alimentaire. Donc, ils sont dans des secteurs ou bien dans tout ce qui est le développement durable, donc tous des secteurs porteurs. Donc, et ce sont beaucoup des jeunes entrepreneurs, de femmes aussi, qui sont présents. Donc, on est très content de voir qu'il y a cette évolution-là, puis qu'il y a cet engouement-là de plus en plus. On remarque beaucoup d'entrepreneurs qui viennent cogner à nos portes, qui souhaitent démarrer aussi leur entreprise. Donc, c'est sûr qu'on trouve que il y a tout un changement là, comparativement il y a de ça 15 ans. Oui. On se réjouit, moi en tout cas, je me réjouis d'entendre ça, qu'il y a eu de l'amélioration. Évidemment, n'empêche qu'il y aura toujours des progrès à faire. Je pense qu'il y aura toujours place à l'amélioration. Pour un jeune qui nous regarde, qui fait partie de peut-être d'une communauté justement ici sur le territoire lavallois, qui est noire, qu'est-ce qui reste encore à améliorer? Quels sont les axes sur lesquels on doit, dans un avenir à court moyen terme, continuer à travailler pour ne pas perdre tous ces efforts-là qui ont été faits, pour ne pas les perdre, puis continuer de les améliorer pour nos jeunes? Qu'est-ce que vous voyez, vous, d'emblée? Mais en fait, l'amélioration, c'est sûr que, puis un des objectifs du gala, c'était de mettre de l'avant, donc c'est-à-dire de créer des modèles, donc pour permettre d'encourager les jeunes à voir qu'il y a des entrepreneurs des communautés noires qui réussissent, donc tout ce qui est nouveau modèle, tout ce qui est aussi ces entrepreneurs-là, les aider les jeunes aussi à avoir du mentorat, donc pouvoir être là, avoir des modèles qui vont redonner, puis qui vont aussi accompagner les entrepreneurs. Puis aussi au niveau du financement, oui, on offre du financement, mais c'est toujours s'assurer d'avoir un financement qui est adapté aussi aux besoins de nos entrepreneurs. Oui, littéralement. L'intégration peut-être aussi, la pénurie de main-d'œuvre, ce sont des choses que vous vivez, j'imagine, que vous êtes en contact avec vos entrepreneurs, que vous constatez, tout comme, je pense, la plupart des instances économiques ou des fonds du même genre que vous? Tout à fait, oui. C'est sûr qu'on a des entrepreneurs qui ont été impactés, comme plusieurs entreprises aussi, par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Souvent, certains de nos entrepreneurs qui sont en contact avec, justement, qui viennent d'ailleurs, souvent, ils vont recruter aussi des emplois à l'extérieur parce qu'ils ont des contacts et tout ça. C'est sûr que ça a affecté effectivement nos entrepreneurs. Donc, on essaie de voir aussi dans certaines régions, avec des partenaires, comment aussi on peut aider nos entrepreneurs à faire face justement à ce défi-là également. Oui. Jaëlle Élysée, directrice du Fonds Afro-Entrepreneur, merci beaucoup d'être venue nous parler. Puis, évidemment, si les gens veulent avoir davantage d'informations sur le Fonds Afro-Entrepreneur, qui a 15 ans quand même, qui depuis 15 ans aide nos entrepreneurs, tous les liens sont au bas de l'écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis tellement content parce que vous savez à quel point j'aime bouger, j'aime faire du sport. Et là, lorsqu'on me dit « Hey, tu fais de la télé », puis là, on sort du studio, puis en plus, on y va pour faire du sport, puis pour bouger. Puis en plus, ça fait assez longtemps qu'elle me dit « Hey, là, ça serait le fun qu'on aille faire du sport à l'extérieur ». Bien content d'accueillir Isabelle Denicro de 2 temps 3 mouvements, notamment sur notre antenne. Salut! Enfin, je te fais bouger. Oui, puis enfin arrive le moment de l'année où on peut sortir aussi faire du sport. Là, tu me réserves quoi? Là, je suis assez excitée. On est spontané, mais on sait qu'on va bouger un peu cardio-musculation. Puis on va faire des mouvements que certains connaissent, que d'autres vont découvrir. Je vais te faire découvrir des variations de fente de lunge squat. Oui, puis donc, là, évidemment, on s'entend-tu que je vais avoir peut-être le souffle court, là? Tu veux me faire travailler? C'est possible. Je veux que tu sois à l'extérieur de ta zone de confort et je sais que tu es capable de faire ça et que ça t'en prend beaucoup pour être déstabilisé. Alors, c'est vraiment ce que je te propose aujourd'hui. Oui. Puis là, bien évidemment, tout ce qu'on va faire, les gens pourront le faire aussi à la maison. Là. Certainement, tout ça, c'est accessible. L'idée, c'est de rendre l'entraînement plaisant, agréable, d'être capable d'aller un peu plus loin, connaître ses limites, mais de se dire, hey, peut-être que je suis capable de faire ça.
Hey, on le verra dans les prochaines minutes. Vous avez le droit de rire de moi. C'est ce qu'on va savoir à l'instant avec Isabelle Dominique-Cros. Soyez avec nous. Donc là, Isabelle, tu veux commencer comment? Là, je suis vraiment excité, mais j'ai hâte, mais en même temps, j'ai un petit peu peur. T'es un peu peureux, là. Hein? Fais-moi donc la fente. Tu connais la fente? Oui, comme ça. Fente, Oui. c'est le lunge, on le connaît, le lunge classique. Oui. Est-ce que tu me ramènes la jambe derrière, fente Ouais. et... Ah oui, tu l'alternes, bonne Oui, idée. moi, je vais l'alterner. Ouais. Excellente initiative. Tu vois, c'est un travail d'équipe. Oui. Je suis Mais peut-être pour pas vrai. synchro avec toi, par exemple, là, mais bon. Mais c'est un travail d'équipe, hein, le Ouais. coaching, parce que faut aller là où toi, tu veux aller, puis après ça, t'amener un petit peu plus loin encore. Ça va pour ça? Ça va super bien. OK. Jusqu'à présent, je survis. OK, jusque-là, ça va. Ouais. Alors, j'ai quelques options pour toi, si tu veux. OK, vas-y. On rajoute juste le saut, parce que c'est sympathique pour les gens qui en veulent un peu plus au niveau intensité. OK. Comment ça va? Ça va super bien. Ouais. Oui, je respire Tu plus survis. vite, là, mais ça va. Respire bien. On va faire encore comme ça. 8. C'est 7. Les gens aiment bien savoir un décompte. Tu vois que 6, je parle pas, hein? C'est 5. 4, 3, 2, 1. Good. Juste un petit jog sur Ouais. place. C'est Ouais. bon? On Ouais, dégourdit un parfait. peu. Jumping jack, main sur les hanches. OK. Au ferme. Il y a le fun. Moi, j'aime bien le jumping jack. On n'a pas besoin de mettre les bras dans les airs. Là, tu sais, Pas pour le- besoin, OK, pas besoin. Des OK. fois, c'est le fun de faire de la coordination. Ouais. Si jamais on est dans les options sans saut, je te le montre quand même juste pour que tout le monde OK. soit avisé que les sauts sont optionnels. Ça, je te laisse le faire, mais je suis Oh pas my synchro God. du tout. Hey, on est essoufflé, ça a l'air de rien, parce que Ouais. c'est ça qui est le fun. Être spontané en Ouais. entraînement de temps en temps. Ouais, Si on faisait un petit genou up, ouais. j'aime bien le Ça, c'est quoi? cardio. C'est un genou up, t'appelles ça comme ça? Oui, OK. genou up, vas-y donc un petit peu plus vite. Est-ce que la boîte à micro tient? Oui, je pense que oui, Vas-y je vais donc la avec tenir. un petit talon vers la fesse. Je vais la tenir Hey, en t'es même pas temps. mal bon, hein? Ça paraît que tu t'entraînes pour un marathon. Ouais, On fait du cardio. pas aussi bon que toi, par exemple. C'est pour ça qu'il faut écouter 2 temps 3 mouvements. 2 temps, 3 mouvements, oui, tous Ouais. les jours sur les ondes de TV Laval. Donc, un squat. Faisons un petit Ouais. squat sympa. Ben là, tu viens... Là, j'aime ça, les squats, par exemple. Ça, T'es-tu j'ai aucun essoufflé un problème. petit Petite affaire. Mon orgueil. On est sur l'adrénaline. Squat. Alors, le squat, on le connaît. Ouais. Parfois, on l'a déjà fait. Ce qui est important, c'est qu'on sente les jambes. Hein. C'est un Puis travail c'est de là que ça jambes. travaille. Hein. Vraiment, c'est Ouais. la partie Bas du corps. bas du corps. Et là, si j'avais envie de faire un petit twist, ça ressemble à ça. Ah, c'est ça, hein, c'est Twist. Fais bien. Twist. Puis il faut se faire confiance. Hein. Alex, il est pas mal bon parce qu'il ose se tromper. Puis toi, c'est vraiment... Tu finis Ouais. ton mouvement lorsque tu Ouais. passes vers, mettons, la Quand gauche. je monte, c'est là que je fais OK. mon petit twist. Squat, Et pendant ça, là, ça me permet de sauver mon souffle. twist. Hey, tu l'as bien. 8, 7. Puis rappelez-vous, hein, en entraînement, il faut laisser l'ego de côté. Puis ça a toujours l'air plus facile que ce que c'est. Ouais. 3. On l'a. 2. 1. Un petit genre de... T'as-tu déjà fait de la boxe? Non, mais Non? apprends-moi. Ben, j'en ai pas fait tant que ça. Je te propose le Boxster Stance. OK. Boxster Stance. C'est travail un genre d'équilibre? de transfert de poids. OK. Comment ça se passe? Ah Ça se ouais, passe pas bien, pire, je me pas sens pire. comme Rocky. Là. On va refaire le squat si t'es d'accord. On fait le twist au bas. OK, parfait. On va voir. Peut-être qu'on est meilleur de ce bar-là. On ne sait pas. Je sais pas. Dans 4, 3, 2, 1, squat, Ouais. twist. Squat, twist. Squat. Comment ça va? Je te vois Ça pas. va super bien, pour vrai. On dirait que je suis meilleur de ce Squat. bord-là. Hop. Un peu plus vite. Ouais. Hop. Squat, twist. Grand mouvement d'amplitude. 8. 7. Lâche pas. Ma face veut tout Six. dire. Il est pas mal bon, Alex. Trouvez-vous 4, 3, 2, 1. Ça va? On Ouais. réessaye le boxer stance. Un Merci. petit peu de punch, juste Ouais. pour le fun, juste pour le fun. Là, Ça, là, ça prendra la musique de Rocky en arrière. Mets-toi en diago avec Ouais. moi. Oh my, tu l'as bien? Ah, tu pas l'as pire, bien? hein? J'ai l'air d'un combattant. Écoute, on va juste faire un jab. Juste, faut donner un petit moment de transition. Tu peux faire juste un bras pour l'instant. 8, 7. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il y a de la coordination, Ouais. ça travaille bien cardio. Travail d'équilibre Ça va aussi. chercher, oui. Ouais. Ben, transfert de poids. On laisse de l'autre côté. Ouais. J'ai failli m'en faire farger sur notre surface. En parlant de surface, soyez toujours vigilants parce que Pas que ça glisse. faut pas que ça glisse. Pas puis mouillé faut- s'il y a mouillé à l'extérieur. Oui, puis il faut pas qu'il y ait des surfaces qui nous prennent par surprise parce que les risques de blessure sont là. Hey, on en fait 8. Oh my God, ça marche Et- ces et- entraînements-là parce que Il nous reste un peu de temps. Quatre.
3. Tu t'avais parlé tantôt Jog. d'un truc, tu voulais faire un, je crois, Oh oui, squat. squat à deux. Entraînement à 2, oui. OK. On y va, descends Oui. et reviens. OK. C'est... Fais-moi confiance, Ouais. recule un petit peu ton tronc. OK. Oui, on y va. Good. C'est bon, hein? C'est quoi, ça tient l'équilibre à deux, c'est quoi? Bien, c'est que c'est un travail de collaboration. On Ouais. travaille ensemble, on fait confiance à l'autre. Oui. Puis, on peut aller reculer un petit peu avec le poids de l'autre. OK. OK. On essaie ça. Donc, je te tire un peu vers Oui, moi. oui. OK. Vas-y, 7. Good, c'est bon. Fait que c'est un travail, tu sais, conscience corporelle. Oui. C'est le fun parce que ça fait... Puis on se donne un peu de l'énergie pour s'aider Oui, à c'est se ça, propulser vers exactement. l'avant. C'est Exactement. intéressant, je connaissais pas ce mouvement-là. Ouais. Je reprends mon air. Je fais un peu exprès quand même, mais merci infiniment. Quel plaisir. Enfin, on l'a fait. Ça Oui. faisait un moment qu'on voulait faire ça à l'extérieur. Vraiment, puis incitatif pour tous les gens à le faire. Moment le matin, peu importe, le soir, Oui. lorsqu'on revient, on a un petit moment pour le faire. Oui, puis de ne pas hésiter à être spontané parce que des fois, on y pense. Si l'occasion se présente, hey, on va-tu bouger dehors? Exactement, puis ça a pris 5-6 minutes et on voit à quel point je suis essoufflé, même si je suis en forme. Moi, je suis essoufflée aussi parce qu'on a jasé en même temps. Ouais. Puis c'est excitant de faire ça à deux. Exactement. Ben merci beaucoup, Isabelle Dominique. Toujours un plaisir, On peut Alex. te suivre évidemment tout le temps sur nos plateformes, 2 temps, 3 mouvements. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on visite à chaque fois qu'elle est avec nous en studio une nouvelle destination parce que de nos racines françaises, parfois anglaises, autochtones, il y a vraiment sur le territoire de l'île Jésus, chez nous maintenant, évidemment à Laval, des bijoux ancestraux sur le plan de nos demeures qui sont à découvrir. Elle est d'ailleurs courtière immobilière et elle vient à chaque fois nous faire découvrir une maison qui a beaucoup de cachets. Salut! Sophia Yanantuano, comment ça va? Ça va super bien. Toi? Ben oui, super. Et là, tu nous amènes quand même vers 1830, donc machine à voyager dans le temps, la maison Charbonneau cette fois-ci. Oui, exactement. La maison Charbonneau, ça ressemble un petit peu à les anciennes maisons qu'on a parlé auparavant, qui étaient plus dans l'est de l'île. Donc, encore une fois, on regarde les maisons qui sont typiquement franco-québécoises. Et d'ailleurs, on peut voir, je pense que ça se démarque encore par des pierres. Tu sais, Oui. on voit que le bois, la pierre des champs, par exemple, c'était souvent les matériaux qu'on avait recours, là. Exactement. Puis maintenant, on peut voir la différence entre les pierres de champ et les pierres qui étaient coupées, parce que juste par sa forme. Hein, et cette maison-là, qui est d'ailleurs presque 200 ans, on y arrive bientôt, elle est très bien conservée. Elle se trouve à être sur... C'est dans Duvernay, je crois, c'est oui, ça? exactement. Elle est à Duvernay. Et elle est vraiment magnifique. Quand on passe en avant, on dirait qu'on se ressent justement, on retourne en arrière. Ouais. Puis d'ailleurs, je fais une parenthèse parce que ceux peut-être qui connaissent l'endroit de la maison Charbonneau, c'est qu'on voit qu'il y a un clash. Je vais me permettre parce que tout juste en face, il y a une maison moderne Oui. qui est faite avec, bon, peut-être du béton, en tout cas, bref, évidemment des matériaux qui sont contemporains. Oui. Puis est-ce qu'il y a un problème parfois d'harmonisation côté urbanisme? Est-ce que toi, en tant que courtière immobilière qui tripe maison, c'est un petit peu triste de voir ça? Ou... C'est sûr que moi, j'adore les deux styles. J'adore la belle maison moderne, contemporaine, quand que c'est bien fait et bien harmonisé. Puis de l'autre côté, le paradoxe, j'adore ces maisons ancestrales de 1007, 1008 Ouais. et dans ces années-là. Oui. Donc, c'est pas quelque chose qui me vexe, mais je vais dire que ça surprend un petit peu parce que tu t'en viens et tout d'un coup, tu dis « Ah, 2030! Ouais. Ah, 1830! Ouais, Tu c'est sais? ça. Ouais. Donc, oui, c'est un petit peu particulier. Mais peut-être ça l'ajoute du charme. Oui. En tout cas, moi, pour ma part, c'est parce que je suis un de ceux qui je pense qu'à une autre époque, j'ai une vieille âme ou je viens du passé ou quelconque, mais j'ai toujours une préférence pour les maisons, d'ailleurs, que tu nous présentes. Puis si on continue vers la maison Charbonneau, si on y revient, parce que qu'est-ce qui est là de particulier, cette maison-là? Ces caractéristiques peut-être qui peuvent d'ailleurs faire en sorte qu'elle est unique, finalement. Bien, je pense que chaque maison est unique par son histoire. Parce que si on regarde au niveau des matériaux qui sont utilisés, il y a une répétition qui se fait. Ces maisons-là, au début, étaient plus petites, mais toujours en forme rectangulaire. Et si on regarde ici, il y avait toujours 2 cheminées à chaque opposé de la maison parce que c'était le système de chauffage et aussi c'était la façon dont ils cuisinaient.
Et typiquement, qu'est-ce qu'ils faisaient quand la famille s'agrandissait, ou des fois les enfants, ils partaient pas tous, il y en a qui restaient avec les parents, puis il y avait des enfants, traditionnellement, ils s'allongeaient plutôt sur le long. Donc souvent, on va voir la maison en pierre avec un ajout qui était aujourd'hui... C'est ça, exact. Ni plus ni moins. Et est-ce qu'on peut parler de cette maison-là? Parce que là, on a conservé maintenant de l'intérieur, parce qu'on voyait de l'extérieur tantôt. Là, on a vu une cheminée, je pense, qui a été découverte par les propriétaires, là, qu'on avait cachée. Là. Exactement. Mais c'était comme plus à la mode, les pierres, à un moment donné. Donc, quand la propriétaire l'a acheté en 2009, elle s'est mise à cogner le plâtre, elle regarde, puis tout, elle commence à cogner. Là, elle dit « Oh, wow, c'est quoi ça? » Donc, tout au pic et à la main, c'est elle-même qui l'a enlevé le plâtre. Puis, je capotais là, à toucher les pierres. Je me disais « Wow, mais quel beau cadeau de découvrir ces pierres-là. » Et c'est sûr que même au niveau de les boiseries, si on regarde en bas de l'image, ici, on voit les planches de bois. Le plancher d'origine? Ou... oui. Puis, qu'est-ce qui arrive? Évidemment, l'hiver et l'été, les planches, ils s'extensionnent. Oui, ça gonfle un petit peu. Là, exactement. Avec la l'été, puis l'hiver, ça rétrécit. Puis, et voilà, et on le voit encore ici. Donc, ils ont gardé beaucoup l'aspect rustique. Il y a des poutres incroyables. Donc, c'est d'origine. Les portes, le bois, les poutres, tout ça est d'origine. Là. En grande partie, je vous dirais oui. Ils en ont gardé. Puis, eux, c'est des gens qui aiment le style rustique, qui est le fun parce que ça l'accompagne bien l'extérieur de la maison. Puis, elle est placée dans un endroit stratégique, parfaitement placé, avec des champs tout alentour. Oui, c'est ça. On peut voir d'ailleurs l'arrière de la demeure. Donc, il y a un aspect, quand tu parlais de rustique, campagne, côté paisible aussi, où est-ce qu'est située la maison. Oui. Donc, ça ajoute au cachet. Et ça, on revient un petit peu à l'architecture. Il y a, si je me trompe, il y a des lucarnes, donc il y a cet aspect-là aussi qui est super beau de la maison, finalement, l'extérieur de la maison. Là. C'est ça. Et c'est un toit à deux vents, donc il y a deux côtés et il y a des lucarnes aussi qui sont présentées. Puis le toit, il est vraiment en très bon état. Ils l'ont gardé tout en tôle, mais c'est quand même récent. Donc on voit que même s'ils font des rénovations, ils essaient le plus possible de respecter l'architecture de la maison. Et est-ce que, pour ce qui est de cette maison-là, parce qu'on voit depuis le tout début, tu nous présentes différentes maisons. Est-ce qu'on a chez les propriétaires un souci aussi peut-être de vouloir continuer à l'entretenir, mais aussi à l'intérieur, à conserver avec des meubles? Parce que c'est ça aussi, parfois, on se rend compte que des fois, on a un extérieur qui est super beau, mais de l'intérieur, on a des meubles ou peut-être des choix qu'on a fait pour changer certains endroits quand on a dû faire des réparations qui sont un peu plus modernes. Est-ce qu'on a quand même gardé une certaine homogénéité? Voilà, j'ai de la misère avec le mot, là, mais tu comprends où là, je veux aller? Absolument. Oui, je dirais que oui, absolument. Mais étant donné que la maison est quand même champêtre, ça fait campagne, regarde, juste en rentrant, ils m'ont dit non, garde tes souliers, s'il vous plaît. Tu sais, c'est pas comme, ils veulent garder l'aspect rustique. Et si on regarde le maçon, donc là, il me disait qu'il y avait des réparations à faire, mais le maçon, on le commande aujourd'hui, mais il vient dans 2 ans. OK. Parce qu'il est tellement occupé qu'ils n'ont pas le temps toujours de faire les rénovations rapidement. Mais ces gens-là aiment le style rustique. Donc, la maison, je dirais, même les meubles, même le sentiment, l'énergie de la maison, c'est très authentique. Et puis, prenons encore la minute qui nous reste rapidement, mais quand même, parce que toutes les maisons que tu nous présentes, incluant celle de la maison Charbonneau, il y a un photographe qui a immortalisé le tout, je pense, dans un livre. Hein? Oui, absolument. Si on veut les retrouver, c'est Perry Mastrovito, hein, c'est bien ça? Oui. C'est ça, je pense? Oui, c'est ça, exactement. Il y a plusieurs livres. Perry. Puis je voulais juste parler de lui rapidement parce que s'il y en a qui sont vraiment passionnés par ces maisons-là, il y a de la lecture qui peut se faire vraiment spécifiquement les maisons du Québec. Puis je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc peut-être qu'on va avoir sa permission de peut-être la prochaine émission. De pouvoir présenter certaines de ces photos, de ces œuvres également. Puis s'il y a des gens qui ont chez eux soit une maison, qui veulent nous communiquer avec nous, ou peut-être même ont des photos, par exemple, de l'époque, ont des archives qui peuvent bien représenter leur demeure ou leur quartier aussi, qui a certainement une histoire, un cachet unique, historique, qui peuvent communiquer avec nous. Ça nous ferait vraiment grandement plaisir aussi. Ben oui, mais tout sujet de maison, tout sujet immobilier, tout sujet même de rénovation. Aussi. Hein? Donc, ça nous ferait plaisir. Exactement. Merci beaucoup à toi, Sophia. Merci, ça me fait plaisir. Merci. Vous voilà, enfin, je me présente, MK Olam.
éminent spécialiste des voyages spatio-temporels. Bonjour, ici Tommy Bélanger, votre animateur pour aujourd'hui. Nous sommes présentement au Carrefour Laval, à côté du SOS Vortex. Nous avons avec nous Jean Perron, directeur et président de SOS Attractions. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Mais oui, ça va bien. Écoutez, j'aimerais tout d'abord dire que les illustrations sont incroyables. C'est vraiment beau. Ça nous pète dans les yeux. C'est super beau. C'est cool, hein? C'est vraiment... oui, ça sort de l'ordinaire. Fait que tout le branding de l'attraction, en fait, est pop art. Fait que c'est presque une œuvre d'art, en réalité. Oui, oui, c'est vraiment beau. Et en quoi consiste SOS Vortex? C'est quoi ce projet-là? Bien, SOS Vortex, en réalité, c'est un grand labyrinthe d'aventure. Alors, les gens ont une mission à accomplir. Ils se font remettre une carte de mission dès le début. Et par la suite, bien, ils passent dans une salle où ils vont se faire expliquer ce qu'ils ont à faire par notre ami le savant fou. Alors, le savant fou a patenté une machine à retourner dans le temps. On retourne dans la décennie des années 40, donc l'après-guerre, la zone industrielle, le début, en fait, de la surconsommation. Tout le monde voulait une maison, puis la remplir de toutes sortes d'affaires, de frigidaires, de ci, de ça, de voitures. Et donc, c'est vraiment, la thématique est sur l'environnement. Alors, les gens doivent trouver 4 stations où ils vont puncher leur carte, excusez l'anglicisme. Donc, une fois qu'ils ont rempli toutes leurs cartes de mission, bien, ils vont pouvoir retrouver le vortex de retour, donc vers ici, vers aujourd'hui. Alors, les stations portent sur des questions environnementales, en réalité. Mais tout ça est fait dans un esprit très ludique. Là. C'est pas... ouais. OK. Puis, oui, bien, c'est sûr. Bon, on a regardé un peu les lieux, puis c'est sûr, ça va être vraiment incroyable. Et... dans le fond, comment ça a été créé au niveau de... Ça a dû être difficile à faire. Ça a dû prendre du temps, là, tout créer ce gros labyrinthe-là. Bien, en réalité, on a une expérience puis un historique dans le Vieux-Port de Montréal, donc avec SOS Labyrinthe, d'une 30aine d'années quand même. Donc, ce volet conceptuel-là, on le connaît. Ce qui est vraiment nouveau pour nous autres, c'est ce concept avec des conteneurs en extérieur. Ça c'est nouveau. C'est unique d'ailleurs, il n'y en a pas d'autres, ça c'est sûr. Alors oui, ça prend du temps. En réalité, déjà sur la planche à dessin ou dans les idées en 2015, mais après ça, est arrivé, la pandémie plus tard, là, mais c'est sûr qu'il y a eu comme... ça prend du temps, oui, à développer et à arriver, là, c'est sûr. Mais là, on est content, regarde, c'est là. Oui, puis vous avez déjà ouvert, vous ouvrez, dans le fond, les fins de semaine et la semaine, c'est quand ça va vraiment... ça ouvre, là? Ouais. Quand l'été va partir. En réalité, c'est ça. Tout le mois de mai, ce sont les week-ends puis les jours fériés, parce qu'il y a un long week-end. Mais à partir de juin, donc à partir du 17 juin, là, l'été arrive. Donc, les vacances arrivent aussi. Et là, c'est 7 jours semaine, de 10 à 10 à tous les jours. Ouais. Alors, cette activité-là, à qui elle s'adresse? Ça s'adresse à tout le monde. Hein. C'est pour les familles, c'est pour les gens plus âgés, les grands-parents qui viennent avec les enfants, ou même entre amis. C'est vraiment pour tous. Donc, tout le monde peut avoir du fun en venant ici. Et je vois, on est devant le vortex. On est où est-ce que l'aventure commence. Normalement, ici, on se fait accueillir par le savant qui nous explique qu'est-ce qui va se passer durant l'aventure, c'est ça? Exactement. Alors, le savant nous explique qu'est-ce qu'on a à faire, quelle est notre mission. Puis après ça, bien, on rentre dans le vortex. Alors, on vous souhaite de venir en grand nombre à SOS Vortex. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Perron. Merci à vous. Bon voyage! Je me souviens tellement de ces premiers volets de la franchise de Rapide et Dangereux avec une Honda Civic, avec une caisse de son, un sub pour l'appeler dans le jargon, dans le phrasé, peut-être de ceux qui ont été à un moment donné des amateurs de voitures. On se pensait tellement hot, on sortait
des salles de cinéma, puis on pensait qu'on était dans une course de rue, comme les premiers volets d'ailleurs de la franchise Rapide et Dangereux nous ont tellement mentionné, nous ont tellement fait évidemment rêver en tant que jeunes. Bien content de pouvoir parler du tout nouveau Rapide et Dangereux. Je sais que je suis le seul, mais Nicolas Vincent Poirier n'aime pas la franchise. Salut! Salut Alex! Oh, j'adore la franchise, c'est pour ça que je suis venu en studio, parce que je suis tellement content de parler de la franchise que j'aime le moins. Non, mais pourquoi t'aimes ça? Pourquoi t'aimes pas ça? Parce que des voitures, pour moi, Alex, c'est un outil, un peu comme un marteau. Et avoir une franchise de films basée sur les marteaux, ben c'est un petit peu plate. Pour moi, Fast and Furious, c'est un peu ça. Mais je comprends et je respecte tous ceux qui adorent cette franchise-là, et il y en a énormément. La preuve, on est rendu au 10e de la franchise, techniquement le 11e à cause de Hobbs et Shaw il y a quelques années de ça. Mais là, c'est ça, le 11e de la franchise, le plus cher de la gang. Écoute, un budget de 340 millions de dollars. Incroyable. Incroyable, mais il faut dire aussi que ça a rapporté des milliards. Là. Oui, ça a rapporté des milliards. Écoute, celui qui a le plus rapporté, je te dirais, c'est celui comme en 2015, là, qui a rapporté 1,5 milliard de dollars au box-office. Mais si on revient à la base, Alex, en 2001, la franchise de Fast and the Furious a commencé et à la base, là, c'est une histoire qui est basée sur un article dans un magazine à propos des gens qui font des courses dans les rues comme ça, là, bon, illégalement. Et le réalisateur de l'époque, du premier film, Rob Cohen, a décidé de prendre ça, puis d'adapter cette histoire-là à l'aide de scénaristes. Et bon, ça nous a donné le premier The Fast and the Furious. Et Alex, cette franchise-là, j'ai beau pas l'aimer, mais c'est une franchise qui est capable de se réinventer. Et c'est ce qui est quand même assez rare. D'habitude, au cinéma, il y a une formule qui fonctionne. On la garde, on y touche pas. Et a su aussi survivre au départ d'un de ceux qui étaient depuis les tout débuts de ces acteurs fétiches de la franchise, soit Paul Walker, on s'en rappelle. Oui, mais écoute, le premier film a eu un gros succès. Bon, 38 millions de budget, 207 millions au box-office. Et pour le deuxième film, une des vedettes du film, Vin Diesel, n'était pas présent. Pourquoi? Bon, c'était une question d'argent. Puis bon, il était en train de tourner aussi le film Triple X avec le réalisateur. C'est poche, allez pas voir ça. Regarde, évitez de le regarder, ça va déjà être quelque chose que je vous permets d'éviter en fin de semaine. C'est nostalgique. Oui. Quand même. Ça, c'est pas bon. Fast and Furious, ça, c'est bon. Et tu vois, ils ont réussi quand même à avoir un bon box-office dans le deuxième film, malgré l'absence d'une des vedettes. Et le troisième film, Alex, Fast and Furious Tokyo Drift, c'est celui qui a le moins marché de la franchise. Parce qu'il n'y avait pas les vedettes. On n'avait pas les vedettes dans des deux premiers films. C'est ça. 159 millions au box-office. Bon, c'est celui qui a le moins rapporté de la franchise. Et justement, quand on parle de vedettes. C'est une des raisons pourquoi le cinéma, l'industrie du cinéma a besoin de vedettes comme ça. Les vedettes, c'est un signe de succès peut-être. De qualité auprès du public. On va voir un film parce qu'on a confiance en cette vedette-là. Et quand même, celui qui a moins rapporté de la franchise, Tokyo Drift, ils ont quand même essayé quelque chose. Et après ça, bon, tu vois, ensuite, en 2009, ils sont revenus aux mêmes bases. Et après ça, c'est là que la franchise a décidé de se réinventer. Au lieu d'être basée sur des courses de voitures, parce qu'il y en a qui pensaient que c'est une mode et c'est peut-être temporaire. C'est qu'on aurait pu aussi un peu essouffler rapidement la formule, parce qu'à un moment donné, après 3-4 films, tu peux pas réinventer, tu pèses une os. Toi, t'as une espèce d'effet de feu qui, à un moment donné, te pousse, puis là, à un moment donné, t'arrives au fil d'arrivée, puis là, c'est toi qui es gagnant. Fait qu'à un moment donné, avec des voitures montées, on fait le tour assez rapidement. Et c'est là, quand Dwayne Johnson est arrivé, ça a relancé la franchise. C'est ça. Tu vois, quand ils ont amené Dwayne Johnson, ils ont changé un petit peu la formule. Parce que oui, tu as raison. Là, on pèse sur le bouton, puis là, pouf, c'est facile, le gagnant. Le noce. Mais tu vois, il y a tellement de franchises que c'est exactement comme ça. On sait ce qui va arriver. La formule est là. Et bon, on continue. Pourquoi? Parce que l'argent est au rendez-vous. Je pense à Transformers. Ça en est un exemple. Qu'est-ce qui se passe dans ces films-là? C'est pas tout à fait clair dans ma tête. C'est des robots, ils se battent ensemble. Mais c'est quoi vraiment l'histoire? J'ai jamais compris. Il n'y en a jamais eu. On va le résumer de même. Mais
non, mais ou à peu près, à part peut-être le premier film. Mais tu sais, si on parle un peu de l'ADN, justement, de Rapide et Dangereux, c'est qu'on s'est perdu à un moment donné. On a même volé dans l'espace dans le précédent film. Là, à un moment donné, je trouve qu'on perdait, qu'on diluait complètement ce qui était la possibilité. À un moment donné, j'ai beau y croire, là, mais une voiture dans l'espace. À un moment donné, c'était comme un peu tiré par les cheveux dans le précédent volet. Mais là, on revient, semble-t-il, dans ce film-là, sur Terre et surtout dans les rues. Alors, on revient dans l'ADN un peu de ce qui est la formule magique ou gagnante, du moins, de Rapide et Dangereux. Ben, on essaie encore un petit peu de se réinventer. On retourne un petit peu aux sources parce que là, depuis quelques années, depuis que Dwayne Johnson est embarqué, ben là, c'est beaucoup plus un film basé sur les vols. Ouais. Ce qui est une bonne chose de se réinventer comme ça. Mais c'est bien, à un moment donné, de retourner un petit peu à la base pour faire plaisir aux fans. Et dans celui-ci, eh bien, il y a Jason Momoa qui se rajoute au casting. En vilain, là. C'est ça, en vilain. J'ai pas encore vu le film, mais est-ce que vraiment il va être un vilain? Il y a beaucoup de... Je pense à Jason Statham qui était un vilain, et puis bon, finalement, il est devenu gentil. Dans la gang de, justement... mais est-ce que, justement, le fait que Dwayne Johnson n'est pas de retour, on a mis Jason Statham pas mal plus à l'avant-plan pour compenser un peu la perte. John Cena, qui était le frère, on le sait, de Dominic Toretto, donc incarné par Vin Diesel, revient davantage. Donc, est-ce qu'on essaie un peu de colmater, je vais le dire comme ça, la brèche de la perte d'une tête d'affiche aussi grande de Dwayne Johnson en y allant avec 2-3 noms quand même assez connus? Écoute, la franchise essaye des choses. C'est très bien là-dessus, mais bon, il ne faut pas oublier que Vin Diesel et Dwayne Johnson, bon, ils ne s'entendaient pas. C'est pas les meilleurs amis du monde. Semblerait-il qu'en coulisses, ils ne s'entendaient pas très, très bien, et c'est un peu normal, je peux comprendre ça, parce que le même casting. C'est exactement, c'est le même casting, donc ils sont techniquement en compétition tous les deux pour les mêmes types de rôles. Donc ça, je peux comprendre. Et là que John Cena arrive dans la franchise, John Cena, je n'ai rien entendu au propos de John Cena et Vin Diesel. De toute façon, John Cena, il y a un autre type de casting. Et c'est bien de prendre des risques comme ça, mais tu l'as mentionné avant que l'entrevue commence, plus les films, plus ça va, bon, plus le budget est élevé et moins le box-office. Moins l'intérêt est là. Ouais. Moins l'intérêt est là. Écoute, c'est que l'intérêt est toujours présent. Le seul problème, c'est que ces films-là coûtent de plus en plus cher. Pourquoi ils coûtent de plus en plus cher? C'est pas parce qu'on a besoin de plus de cascades ou d'effets spéciaux. C'est les stars, Alex. Mais est-ce que, par contre, de manière très simple, si je veux résumer, puis le temps file, mais c'est parce que aussi, à un moment donné, on arrive à ce 10e film, on a dilué, on a peut-être trop exploité. Est-ce que ça aurait été pas la bonne occasion, et je suis un des plus grands amateurs d'ailleurs de la franchise, de complètement terminer avec ce dernier-là, avec ce 10-là. Je sais qu'il y en a déjà un autre d'annoncé, peut-être même deux autres possibles dans l'air. C'est ce que Vin Diesel a évoqué. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement rendu à la fin de l'histoire et qu'on aurait dû fermer le dernier chapitre avec celui-ci? Bien, à mon avis, oui. Ça fait longtemps que la franchise aurait dû arrêter. Oui, je sais, tu connais ça, mais quand même. Au premier. D'un point de vue objectif, là. Un point de vue objectif, Alex, point de vue objectif, cette franchise-là ne va jamais arrêter. Même si ce film-là est un flop au box-office, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont canceller tous les plans pour des futurs films. Ils vont faire des dérivés. Ils vont attendre quelques années et là, ils vont faire un reboot. Donc, cette franchise-là, pour Universal, elle est beaucoup trop payante. On va essayer de se réinventer plutôt que de dire, OK, on cancelle tout puis on essaie quelque chose de nouveau. Pourquoi tu penses que les Terminator, le dernier bon, ça a été Terminator 2 en 91, et depuis, bon, il n'y a pas un bon film dans la gang, mais pourquoi on continue? Parce qu'on sait qu'il y a un potentiel. Et c'est la même chose pour Fast and Furious. Dans le pire des cas, il y a une catastrophe qui arrive, on attend quelques années, on en refait d'autres. On est au fil d'arrivée. Prépare ta petite Nissan, là. Ta petite Nissan, là, qui roule à peu près jusqu'à 142 km/h avec moi, avec ma Kia, là. Je te le dis, on va avoir toute une course de char. On s'en va là tout de suite. Parfait, Alex. J'ai bien hâte. Salut. Salut. Merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute. Vous pouvez acheminer vos questions, vos commentaires, vos suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on aborde cette émission. Très simplement, tvrl.ca, notre page Facebook. Vous voulez revoir peut-être un segment ou voir l'entièreté de cette émission, vous pouvez passer aussi par le portail YouTube. Je veux remercier tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour me faire vraiment rayonner devant vous, soit Tommy, également Daniel, Jacques, aussi Yannick, il y a Alain à la réalisation et
Et Manon, aussi précieuse Manon, à la recherche. Je vous également évoque ce bingo. Parce que tous les dimanches 9h30, on joue pour plusieurs milliers de dollars, 3 500 $ en lot total, dont 2 250 $ pour la carte pleine. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très bientôt.